Et donc, moi, je ne suis pas un néphrologue chercheur, je suis un rôle double, je suis un néphrologue introducteur. C'est moi qui fais l'introduction. Et ensuite, je suis néphrologue animateur parce que j'anime les 4 vrais experts qui sont les 4 autres néphrologues qui vont parler après moi. Alors, en fait, on a un défi considérable ce soir parce que, voyez-vous, quand une conférence porte sur le cœur par un cardiologue, tout le monde comprend le cœur, on sait ce que c'est important. Quand on parle du cerveau avec un neurologue, on sait ce que c'est important. Mais quand on dit à quelqu'un, je suis néphrologue, bien, en partant, il ne sait pas ce que c'est. Un néphrologue, oui, les reins. Alors, quand on parle au grand public, c'est pas évident hein, ce que font les reins. Est-ce que c'est. Bon, ça fait de l'urine, mais ça, c'est plus un dérangement qu'autre chose. Finalement, ça rime à quoi exactement? Alors, donc, on a un défi ce soir de communiquer cette information. Et de fait, je vous montre quel est le plan de ma présentation. Vous le voyez à l'écran. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça donne que moi je parle à une histoire que je ne connais pas du tout, pendant 15-20 minutes, de ce qui m'intéresse moi, et que peut-être que ça ne vous intéresse pas vous. Et j'ai besoin d'un petit peu d'aide, et heureusement, on n'est pas tellement nombreux ce soir, donc ça va être plus facile de faire cette interaction. J'ai besoin de savoir un peu quels sont les points qui vous intéressent, pourquoi vous êtes venus. Il y a différentes possibilités. Et là, je vais poser un horrible problème à la dame qui filme, parce que je vais me promener un peu, donc je vais disparaître sur les vidéos. Et je me dis, quelle va être la joie des gens quand ils vont pouvoir réapparaître dans une minute. Mais pourquoi vous êtes là? Est-ce que c'est parce que quelqu'un dans votre famille a une maladie de rein? Vous voulez en savoir plus sur la dialyse, sur la transplantation de rein? Votre cousin a donné un rein, puis vous vous demandez est-ce que ça va être dommageable pour sa santé? Peut-être que vous faites de la haute pression, puis vous avez vu en quelque part que c'est lié au rein, ou encore vous faites du diabète, puis vous êtes inquiet. Alors voyez-vous, dans à peu près une minute, je vais vous donner la parole, puis vous allez me dire un peu comme je vais prendre la commande, un peu comme au restaurant, de quoi voulez-vous qu'on vous parle, et puis Sacha va l'écrire en plus à l'écran, on va faire nous-mêmes de façon interactive les objectifs de la conférence. Puis là, je suis en train de parler pour vous laisser le temps de penser. Moi, je peux parler de façon quasiment illimitée parce que j'ai un politicien dans la famille, donc j'ai un gêne hein, pour parler longuement sans dire grand-chose. Alors, au fond, qu'est-ce qui ferait qu'en sortant d'ici, vous diriez « Hey, je suis content parce que ça, là, je voulais vraiment savoir ça. » Puis j'ai eu des explications là-dessus. Alors, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si quelqu'un veut casser la glace et dire quel serait tel ou tel point qu'il aimerait qu'on aborde. Moi, je peux commencer. Je suis oui. ici pour en savoir un petit peu plus. Je viens juste de contracter une maladie au niveau des reins. OK. Suite à la chimiothérapie. OK. Je consacre la chimiothérapie, le cancer du pancréas. Et puis la maladie s'appelle le MAT. OK. Ça va peut-être un peu plus là. Parfait. Donc, insuffisance rénale, médicaments. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les lister, puis on va s'organiser pour qu'à la fin, on ait, peut-être dans le désordre, mais aborder chacun de ces points-là. Alors, parfait, monsieur, on prend note de ça. Quelqu'un d'autre? Oui? Madame, Anne-Marie. Moi, je suis intéressée à avoir plus de renseignements sur les transplantations. Lui qui est malade, et je suis sa mère, et je voudrais lui donner un rein de mon vivant. Et puis, ben, je voudrais en savoir un peu plus. Le don d'un rein d'un donneur vivant. Oui. OK. Je reprends ça en note. Il y avait un autre main levée. Oui, monsieur? Alors, mon épouse a la maladie d'Alport qu'elle a donnée à mes enfants. Mon fils Christian, à 39 ans, était en dialyse et il a reçu un rein par le système de chaîne. Donc, j'ai donné à quelque part au Canada et lui, il a reçu à Québec dernièrement, en début janvier. OK, donc vous êtes intéressé à ce nouveau système de chaîne là, de don de rein? Du fait que j'ai donné, oui. donc je suis déjà au courant beaucoup. Okay. Par contre, je viens chercher un petit peu peut-être d'informations pour mon épouse qui continue à être malade malgré tout, sans avoir développé de symptômes apparents, mais l'avenir est en avant. Parfait. Peut-être juste ajouter exemple en toi. Oui. Oui, il y avait quelqu'un. Oui, madame. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu les possibilités d'une greffe pour une personne qui est hyper immunisée, comme moi. OK.
qu'il y avait d'autres? Oui, madame. Moi, j'ai des reins polykystiques. Puis, mon néphrologue me dit que je suis rendue à 50%, il fonctionne à 50%. Puis, je voulais savoir, là, si, après, si je vais avoir de la dialyse ou si l'évolution. Parfait. Reins polykystiques. Autre question? On peut commencer avec ça parce que c'est 1 heure chaque. Bon, parfait. Donc, si tu me remets mon... Donc, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est le menu pédagogique. Remarquez que ce n'est pas moi qui va répondre à toutes ces questions-là, parce que ça tombe dans le domaine de Sacha, d'Isabelle, etc. Donc, mais avant la fin de notre rencontre, on va avoir répondu à ces questions, et aussi on va vous donner l'occasion d'en poser d'autres entre les présentations. Mon rôle maintenant, c'est de faire une espèce d'introduction qui va permettre aux autres de donner leur sujet. Alors, je vais aborder le rôle des reins. Ensuite, l'anatomie, ça a l'air de quoi un rein, macroscopiquement, puis quand on le regarde au microscope. Faire un survol rapide des causes des maladies de rein. On en a entendu quelques-unes déjà ici. Quelles sont les conséquences de l'insuffisance rénale quand les reins filtrent de moins en moins. Et les traitements quand les reins ne marchent plus, c'est-à-dire la dialyse et la transplantation. Isabelle va me suivre avec ce sujet-là. Alors, je me suis dit que on avait, comme je le mentionnais au début, un défi, c'est des choses quand même assez complexes, alors que j'allais tenter d'expliquer le concept le plus compliqué en premier, en me disant, si je réussis à expliquer ça, bien, le reste va être facile. Voilà. J'ai mis ça sur une diapo. La question est, c'est quoi son nom? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Je vous ai eu, hein? Moi, je vous ai eu. Je sais l'expliquer parce qu'autrement, tout le monde pense que Paul René, c'est un prénom composé. Et il ne trouve pas dans la lettre D, dans le bulletin téléphonique, ni dans l'annuaire des médecins, ni nulle part. Et donc, ce n'est pas un prénom composé. D'ailleurs, si c'est un prénom composé, il faudrait expliquer quelque chose. Il faudrait expliquer pourquoi je tiens tellement à cette deuxième moitié de mon prénom composé René, pour avoir prénommé mon fils François René, ma fille Myriam René, l'autre fille Sarah René, la dernière Sophie René. La raison, c'est que le René vient avec le nom de famille, alors c'était mon enfant, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, chacun des gens de ma famille va faire face à ce genre de problème, d'explication sur son nom. Voilà. Alors, à partir de maintenant, le reste est facile, c'est juste les reins, le plus dur est fait. Et on va dire un mot donc, sur le rôle des reins. Alors, si vous regardez cet homme-là, il peut-être se peser, peut-être que vous ne réalisez pas que tous nous sommes surtout de l'eau. 60% d'eau, en fait. C'est ça qu'on est. S'il pèse 80 kg ou 176 livres, en fait, il y a 106 livres d'eau dans son corps. Donc, on flotte en quelque sorte toute notre vie sans le savoir. On pense qu'on est du solide. Oui, il y en a du solide, mais c'est juste 40%. Le reste, c'est 60% d'eau. Eh bien, ici, vous voyez une cellule, et à l'intérieur de nos cellules, évidemment, il y a des substances comme des protéines. Il y en a aussi en dehors de ces substances-là. Mais toutes ces substances-là flottent dans ce liquide, hein, soit à l'intérieur intracellulaire ou à l'extérieur extracellulaire. Et pour revenir à l'exemple que je donnais, donc 32 litres dans nos cellules, 16 litres en dehors, on a tout ce liquide-là. Mais dans ce liquide-là, ce n'est pas juste de l'eau. C'est de l'eau avec d'autres substances. Par exemple, j'en ai mis deux ici, le sodium et le potassium. Puis vous remarquez que les concentrations sont très différentes. Puis la normale, juste pour vous donner une idée, du potassium en dehors de nos cellules, j'ai mis 4 ici, mais quand ça tombe en bas de 3,5, quand ça monte à 5, ça devient dangereux. Donc, c'est un équilibre très finement réglé. Chacune des substances doit être ajustée avec précision. Et là, j'ai mis sodium, potassium, mais aussi du calcium, du magnésium, du phosphore, du chlore. Et chacune de ces atomes-là, chacune de ces substances-là, doit être en quantité, en concentration très précise pour que la cellule puisse fonctionner.
c'est un peu comme une recette d'une soupe où il y aurait une précision d'ingrédients beaucoup plus forte que ce qu'on trouverait nulle part en cuisine, là, mais une précision très, très, très précise, à un millionième près, pour que ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez bien à l'oreille? Oui, hein? Ça, c'est parce que les cellules dans votre cochlée, dans l'oreille, ont un équilibre électrolytique comme celui-ci, qui sont capables de transmettre de l'information au nerf auditif, qui lui est capable d'envoyer de l'information parce que tout ça est bien réglé par le liquide dans les cellules et autour des cellules. C'est pour la même raison que vous me voyez bien, parce que tout l'appareil oculaire, puis pendant ce temps-là, le cœur bat, tout ça à cause de notre liquide à l'intérieur, à l'extérieur des cellules. Or, c'est justement ça le rôle des reins. C'est de maintenir notre équilibre, autant le volume de ces liquides-là que la composition chimique. Alors, tous ceux qui sont en bonne santé présentement, tout est parfaitement bien réglé dans votre corps. Vous avez exactement le nombre de litres qu'il faut en dehors et en dedans. Puis dans ces deux compartiments-là, tous les ingrédients sont bien ajustés présentement. Mais à la fin de la rencontre, en fin de soirée, vous allez peut-être avoir un petit creux. Et puis, on va prendre une photo moins dégueulasse que ça. Vous allez peut-être vouloir manger un peu. Alors, et voici le problème, évidemment, parce que à l'intérieur des aliments, l'excès de protéines va générer des déchets, il va y avoir un excès de sodium, un excès de potassium, un excès d'eau, et tout ceci va entrer dans le corps, et c'est là que les reins vont devoir entrer en jeu. C'est-à-dire, ils vont recevoir de l'information, les reins, parce qu'il y a des postes de surveillance, pour justement excréter de façon très précise chaque chose qui est dans l'excès pour maintenir la normalité et l'équilibre dans nos cellules et à l'extérieur de nos cellules. Donc, si on résume, on a une ingestion continue quand on mange nos repas, nos collations, qui est perçue et qui risque de déranger l'intérieur du corps. Et les reins, eh bien, ils vont faire exactement l'inverse. Ils vont excréter l'excès de ces substances. Alors, voilà en quelque sorte le rôle des reins. Et on va comprendre tout de suite que quand les reins sont de plus en plus malades, eh bien, quel système dans le corps va dysfonctionner? La réponse est tous les systèmes. Le système nerveux, le système cardiaque, le système digestif, parce que finalement, toutes les cellules du corps commencent à être déréglées au niveau chimique et au niveau du volume. Donc là, on se dit, ouais, bien, ça va l'air de rien trop au début, les reins, mais là, on commence à comprendre que toute l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre à préserver dans notre corps, eh bien, c'est le rôle des reins. Donc, si on regarde l'anatomie maintenant, les reins, c'est à peu près la grosseur d'un point, et puis ils sont plutôt dans le dos, donc à peu près à ce niveau-ci. On en a deux. Il y a certaines personnes qui naissent avec juste un rein. Ce rein-là va grossir davantage et finalement, ils vont vivre toute leur vie normalement. S'il n'y a pas d'accident ou quoi que ce soit, on peut vivre avec seulement un rein. Alors, les reins, donc, vont filtrer le sang et produire l'urine qui représente, vous l'avez deviné, l'excès de déchets, de produits chimiques et d'eau qu'on doit éliminer pour maintenir l'équilibre. Alors, cette urine est dirigée vers la vessie par les uretères. Et de là, par l'urètre, eh bien, on urine ces substances. Quand on regarde un peu un rein plus fort grossissement, on peut voir l'artère rénale qui irrigue le rein. Le rein, au fond, c'est un gros vaisseau sanguin qui filtre abondamment, comme je vais vous le montrer. Il y a beaucoup de filtration. Et la veine va drainer le sang. Finalement, l'urine est dirigée dans l'urtère et le tuyau ici. Alors maintenant, on va regarder au niveau microscopique, parce que dans chacun de nos reins, on a 1 million d'usines de filtration par rein. Donc on a 2 millions d'unités filtrantes dans le rein. Alors ces unités-là, on les appelle des néphrons. Alors ici, on en voit deux. Là, je vais en illustrer un en l'encerclant en rose. Alors ici, vous avez un néphron. Et on va grossir ce néphron-là pour le voir un petit peu mieux. Ici. Et donc, il y a une usine de filtration qu'on appelle le glomérule. Ça travaille très intensément parce que le sang passe et repasse et repasse et repasse toute la journée. Et finalement, ces glomérules-là filtrent 180 litres à tous les jours. 180 litres de liquide sont filtrés. Et ce liquide-là va être traité par ce que j'appelle, j'ai inventé le terme, le tuyau d'ajustement, qui est le tubule, qui va ajuster en réabsorbant ce qu'on veut garder, mais en éliminant ce qu'on veut éliminer, de telle sorte qu'à la fin du tubule, eh bien, on a des gouttelettes d'urine
qui sont formés. Alors, on a donc, ça c'est un des néphrons, 1 million de néphrons dans chaque rein. Alors, je passe, et vous voyez, de par la présentation, que c'est un très bref résumé, c'est pour faire un petit survol, très, très simple. Les causes des maladies de rein, eh bien, il y a beaucoup de causes différentes de maladies de rein. On en a entendu certaines tout à l'heure. Ici, c'est tiré d'un article il y a quelques années dans le New England Journal, une revue prestigieuse, et qui montre ceci. Il y a beaucoup de maladies, mais les deux grands gagnants, c'est le diabète, que c'est presque la moitié des cas, et l'hypertension, qui affecte les vaisseaux dans le rein, les vaisseaux sanguins dans le rein, plus du quart. Donc, on a quasiment 70% 60 à 70% des gens dont les reins sont détruits, qui ont été détruits par le diabète ou par l'hypertension. Il y a d'autres maladies. On a parlé de, madame tout à l'heure a parlé de la maladie d'Alport, qui est une maladie héréditaire. On pourra y revenir tout à l'heure. On a aussi des conditions diverses. Je vais parler de la toxicité de certains médicaments au niveau des reins. C'est une autre cause. Mais numériquement, ces causes-là sont, comme vous pouvez le voir, 2%, 5%, etc. Et l'explosion qu'on a eue et qu'on a toujours d'obésité, de diabète et d'hypertension dans la population générale explique l'augmentation dramatique qu'on a eue de cas de patients ayant besoin de dialyse ou de greffe. Et on peut voir ici justement la filtration par ces glomérules dont je vous parlais tantôt, par les usines de filtration. La normale, c'est 90 à 130 millilitres par minute. C'est la normale. Mais quand on glisse vers la droite, évidemment, la maladie rénale s'aggrave. On l'a subdivisé par stade. Et quand on arrive au dernier stade, eh bien, c'est là qu'on a besoin de dialyse ou de transplantation, parce que le rein ne fonctionne qu'environ à 15% de la normale. Et là, c'est plus suffisant pour maintenir l'équilibre dont je vous parlais au début, au niveau des volumes dans nos cellules et à l'extérieur, et la composition chimique. Alors, quand cet événement regrettable arrive, que des reins finissent par être détruits et qu'on arrive à 15 ou 10 ou 8%, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tel que mentionné, la plupart des systèmes corporels commencent à dysfonctionner. Ici, j'en ai mis seulement quelques-uns. La fabrication de globules rouges est affectée. On va faire de l'anémie. Également, cette perturbation à cause de l'insuffisance rénale va affecter le métabolisme des os. Et c'est justement dans ce domaine-là que le Dr. McWay fait sa recherche actuellement. Ça va affecter la fonction cardiaque et la fonction des vaisseaux de façon très importante. Et le Dr. Agarazi s'intéresse à cet aspect-là. Il va nous en parler tout à l'heure. Et il y a d'autres systèmes, comme je mentionnais, le système nerveux, le système digestif. Donc, en fait, l'ensemble des systèmes vont finir par être affectés. Et donc, si on se reportait en reculant dans le temps, en 1930-1940, quand ça arrivait, il n'y avait aucun traitement, il n'y avait pas encore de dialyse ni de transplantation. Alors, les gens décédaient de ce qu'on appelle l'urémie. L'urémie, donc ils s'endormaient dans un coma et ils mouraient parce que finalement, leur corps était empoisonné et déséquilibré complètement au niveau chimique. Heureusement, on a fait beaucoup de progrès dans le domaine du traitement et on peut maintenant parler de la suppléance rénale. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est des traitements qui remplacent, si on veut, le fonctionnement des reins. On va voir que, essentiellement, il y a la dialyse, qui est un remplacement partiel de la fonction des reins, et il y a la greffe, qui, lorsqu'elle fonctionne bien, est un remplacement complet. Le rein greffé, lui, est capable de faire la job et de restaurer la personne à un équilibre absolument normal. Alors, je vais vous dire un petit mot sur la dialyse. Il y a deux formes de dialyse qu'on utilise. Il y a l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Alors, l'hémodialyse, on peut voir ici un patient qui a un traitement d'hémodialyse, l'infirmière de dialyse est à côté, et à votre droite, c'est la machine d'hémodialyse qu'on va voir un peu plus sur la prochaine diapo. Alors, le patient est installé et son sang circule dans la machine, et c'est ici que
dans le dialyseur, le sang est nettoyé. Alors, le sang, en quelque sorte, sale, avec des déchets, un déséquilibre de produits chimiques, entre dans le dialyseur et en faisant circuler du liquide pur de l'autre côté, par diffusion, on restaure l'équilibre et donc le sang, entre guillemets, sale, ressort, entre guillemets, propre et est retourné au patient. Ces traitements-là durent 4 heures de temps et doivent être faits 3 fois par semaine ou à tous les 2 jours. Donc le patient vient le lundi, pendant 4 heures, le sang est nettoyé. Quand il part et qu'il est débranché, bien là, les reins ne marchent pas, donc il commence à se ressalir tranquillement. Puis 2 jours après, c'est le temps de le renettoyer à nouveau. Donc, il vient comme ça le mercredi et le vendredi, et là, ils sont 2 jours, et il revient le lundi d'après. Et donc, ce patient hémodialysé a donc, en fait, 3 fois par semaine ces traitements à l'hôpital, mais on peut également les faire à la maison, de telle sorte qu'il peut le faire de la même façon que je viens de vous décrire, ou encore faire ce traitement-là de nuit, pendant qu'il dort, par la machine qui fonctionne plus lentement, mais plus longtemps, et on a de l'hémodialyse nocturne. Alors, en fait, ce qu'on a fait dans les 40 dernières années, c'est qu'on a varié nos façons de faire de dialyse pour, en quelque sorte, adapter un traitement de dialyse à la personne selon son goût, selon où il reste, selon son occupation. Donc, on a plusieurs formes de dialyse. L'hémodialyse le jour à l'hôpital, l'hémodialyse le jour à la maison, l'hémodialyse nocturne à la maison. Et si on regarde donc plus clairement le dialyseur ici, on peut voir que le sang sort ici, donc il va circuler dans le dialyseur. Donc on retire le sang pour le nettoyer. Alors les petites baies blanches sont comme des déchets. On peut les voir sortir ici dans le dialyseur. Et finalement, le sang qui retourne a été nettoyé et revient dans le corps. On a une autre forme qui est la dialyse péritonéale. Et cette fois-ci, on va se servir de l'abdomen ou du péritoine du patient pour le nettoyer. Et donc, on va installer un tube à travers sa paroi abdominale qui va nous permettre de faire rentrer un liquide propre, un liquide pur, de dialysa, dans la cavité abdominale. Ça va rester là un certain nombre d'heures. Pendant ce temps-là, les capillaires péritonéaux, la circulation sanguine du péritoine, qui comporte les déchets, et bien, ces déchets-là vont diffuser dans le liquide de dialysa, qui va graduellement se charger de déchets, va devenir sale, et après quelques heures, on va le vider, puis on va remettre du liquide propre pour continuer le principe. Donc, on peut voir ici qu'en un premier temps, on infuse du liquide, puis quelques heures après, on le draine et on continue le processus. Ceci est fait à la maison, favoriser l'autonomie du patient. Et le patient peut le faire pendant la journée, 4 fois par jour, ou encore là, il peut se brancher la nuit à une petite machine qui fait circuler du dialysa pendant la nuit. Donc on peut voir qu'il y a des traitements qui se donnent à l'hôpital, d'autres à la maison, le jour, la nuit. Donc on a une certaine gamme de possibilités. Alors ici, on peut voir un patient en dialyse péritonéale avec son cathéter péritonéal qui rentre dans la paroi. On en voit un autre ici. Comme vous voyez, ce n'est pas très évident. Donc, ça ne paraît pas quand le patient est en dialyse péritonéale. Pour pas qu'il y ait d'infection, ça doit être une technique stérile. Alors, il faut que tous respectent les normes d'asepsie. Alors, ça, c'est juste une farce. Parce qu'il y a le champ accepté parce qu'il savait que c'était pour une raison pédagogique. On voulait le filmer. Et on fait ça sans animaux dans la pièce où on fait le dialyse. Alors, ceci me mène donc à la deuxième forme de suppléance rénale qui, lorsqu'elle est possible, est encore meilleure, parce que là, on ne parle pas d'un remplacement partiel des reins, mais d'un remplacement complet, à toute fin pratique, qui est la greffe rénale et qui est le sujet dont Isabelle va traiter. Alors, juste avant de passer la parole, on pourrait prendre entre chacune des présentations peut-être 2-3 minutes de questions s'il y en avait, puis à la fin, on répondra à d'autres questions s'il y en a. Alors, ceci termine mon petit survol. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-ci. Oui? Je veux savoir, les gens, quand ils ont suppléé une dialyse pendant la journée,
Est-ce que le lendemain, ils sont fatigués ou s'ils reprennent... Ouais. En fait, les patients qui, généralement, une dialyse, à la fin de la dialyse, on est fatigué par un certain nombre d'heures. Le lendemain, on est correct. Et puis, on est fatigué après une dialyse, surtout si on ne respecte pas la quantité de liquide qu'on boit. Parce qu'imaginez quelqu'un, et ça arrive souvent, qui arrive, qui a pris 4 ou 5 kilos depuis la dernière dialyse. Ça, c'est du liquide qu'il a pris là. 5 kilos, là, c'est 12 livres d'eau, et on va suctionner ça à 4 heures. Donc, la personne, sur une balance, va peser 12 livres de moins 4 heures après avoir commencé. Ça peut maganer son âme. Et donc, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui est capable de suivre toutes les recommandations qu'on fait. Certains patients sont asymptomatiques, mais d'autres sont fatigués, mais surtout la journée de la dialyse.